Bonjour à tous, moi c'est Théo, enchanté. Vous avez faim, non? Ça va? Encore 20 minutes après, c'est bon. Donc je vais vous parler des économies symbiotiques, des économies circulaires. Mon parcours en 2 mots, j'ai fait des études de psychologie et du ski, puis après je suis parti voyager, et puis j'ai pris conscience un peu des grands problèmes du monde, et je suis rentré par la porte de l'agriculture. Par rapport à l'énergie dans l'agriculture. Donc combien on dépense d'énergie pour faire 1 kilo de fraises et combien le kilo de fraises représente énergétiquement. Et là où ça m'a fait peur, c'est que même dans les toutes petites exploitations agricoles, bio, etc., il y avait quand même cette création de dettes énergétiques. Sauf qu'avec l'énergie, en fait, pour faire une économie, il faut un mouvement, et pour qu'il y ait un mouvement, il faut de l'énergie. Donc si on fait que des dettes énergétiques, même dans les petites exploitations, on va où, quoi? Non, on peut rester sur la slide précédente. Et du coup, je suis allé creuser dans les modèles alternatifs de l'agriculture, comme la permaculture, comme l'agroforesterie. Et le constat, c'est que le seul moyen dans l'agriculture, ou même dans les activités humaines en général, de créer des bénéfices énergétiques et plus-values, c'est de s'inspirer de la nature et de faire un partenariat avec le système de vie, avec le système Terre. Et donc, après, je me suis intéressé aux plantes sauvages également, qui ont chacune une mission en fait, et là où on peut encore augmenter les plus-values. Voilà, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé dans les économies symbiotiques, les économies bleues. Donc l'économie bleue, grosso modo, c'est économie circulaire, où il y a l'intervention du vivant pour valoriser le déchet, une bactérie, une plante, un insecte, un écosystème. Du moment qu'il y a l'intervention du vivant, on obtient systématiquement 3 types de richesses, qui sont des richesses sociales, énergétiques et financières, tout en régénérant la biodiversité, en redonnant du sens. Donc là, la planète, c'est pour vous parler de l'économie bleue, puisque c'est des économies qui s'indexent sur le système Terre, et quand on regarde la planète vue de l'espace, la couleur qui domine, c'est le bleu. Ça, c'est un terme inventé par Günther Pauli, un entrepreneur belge. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. C'est très intéressant, il fait ça depuis les années 90, et aujourd'hui, on a une liste de 200 déchets, où chaque déchet donne lieu à une nouvelle économie, puisque comme on est sur le système Terre, une des règles de la nature, c'est que, en fait, chaque forme de vie va générer des déchets. Donc chaque économie dans la nature, l'économie du champignon, l'économie du noisetier, etc., va générer des déchets qui servent systématiquement à alimenter d'autres formes de vie. Ça veut dire qu'on obtient des modèles à terme où plus on va consommer, plus on va créer des déchets, plus ces déchets vont devenir des matières premières en masse pour alimenter d'autres économies. Donc là, il n'y a plus de problème de il faut décroître, oh là là. Non, non, en fait, on peut continuer à se faire plaisir du moment où les déchets que l'on crée viennent alimenter d'autres formes de vie. Donc déjà, ça libère et ça fait du bien. Et après, dans le concret, là on peut passer à la slide suivante. Alors ça, c'est un modèle de un déchet, qui est le marc de café, mais ici, je préférerais parler des drèches de bière, qui ont la même fonction, puisque chez nous, on peut faire pousser du houblon, on ne peut pas faire pousser du café. Et l'idée, c'est quand même de se détacher des interconnexions, du moins pour cette période de transition. Donc le houblon, là, c'est la tasse de café. Avec le marc de café ou les drèches de bière, on peut faire des champignonnières. Faire pousser des champignons, soit des champignons hallucinogènes qui contiennent de la psilocybine pour la médecine, pour traiter les chocs post-traumatiques, les dépressions, les addictions, ou des champignons qui sont comestibles. De ce substrat épuisé de champignons, donc la drèche va être épuisée par les champignons, on obtient des blocs pour faire des isolations phoniques ou thermiques. Mais on peut également donner cette nourriture-là à des poules ou à des cochons. Après, on a la poule avec les cochons qui vont nous permettre de produire des œufs, de la viande, et puis eux-mêmes vont avoir des déchets, les excréments, qui vont être méthanisés à petite échelle. Souvent, quand on parle de méthanisation, on imagine des gros volumes avec des hectares de maïs. Là, c'est pas le cas. C'est ça peut être des petits bidons de kayak hermétique où on va faire de la méthanisation. De cette méthanisation, on va obtenir du CO2 qu'on va réinjecter dans la cage à spiruline pour augmenter la croissance, et des engrais liquides pour faire de l'hydroponie, c'est-à-dire faire de l'agriculture sur des terrains qui ne permettent pas de planter directement dans le sol, parce que c'est trop pollué, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, etc. Et puis également un substrat, en fait, la matière qui va rester. Là, on va pouvoir faire du compost de haute qualité pour replanter des arbres, en l'occurrence du houblon, et puis boucler la chaîne. Ensuite, sur la slide suivante, on voit les photos dans le concret, comment ça se passe. Donc là, on a une houblonnière. Le houblon, il grimpe, c'est une liane. Et comme on est là pour essayer d'imiter la nature, puisque c'est la seule qui permet de créer des plus-values, on voit qu'en fait, sur le sol, on peut même faire grimper des plantes
rampante. Je pense par exemple à la petite pervenche, qui est une plante où lorsqu'on la consomme, elle est vasodilatatrice du système cérébral. Donc elle augmente la mémoire, elle augmente la concentration. Donc c'est des plantes qu'on peut faire grimper sur les murs des écoles pour les étudiants, pour les enfants, pour augmenter leur concentration, sur les murs des entreprises, et en plus, on va venir stocker du CO2, créer de l'oxygène, créer des microcycles de l'eau, enfin, on est gâté, quoi. Après, on a vraiment tout ce qu'on veut. Ça peut être aussi mettre des salades, ça peut être le houblon en agroforesterie, donc avec des frênes, avec des sureaux, où sur 1 mètre carré, on va avoir énormément de symbiose, donc énormément de plus-value. Ensuite, sur la slide suivante, donc là, on récolte le houblon, tac, 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 on fait la brasserie, on fait la bière, on récolte les drèches de bière, qu'on va mettre dans ces sacs-là. Alors, ça peut être dans des pots, ça peut être dans des bacs. On va mélanger de la paille, des copeaux de bois aussi, ça marche, et de la drèche de bière. En 3 semaines, on va obtenir ça. Là, c'est des pleurotes blanches. Donc, on fait des trous au bout d'1 semaine, une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat. Les pleurotes sortent, on les récolte. 1 semaine après, il y en a d'autres qui vont ressortir, et ça 3 fois, jusqu'à que le substrat soit épuisé. Et là, on obtient ce gros bloc de polystyrène pour faire des isolants pour donner à manger aux poules. Ensuite, sur la slide suivante. C'est le chien du porte-parole, il est chez lui. Thierry, tu peux le trouver. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc ça c'est le fameux substrat de champignons épuisé qu'on peut découper pour finir. Là, ça pourrait être par exemple l'isolation au sol d'un plancher. Voilà, isolation éphonique et thermique. Si elle est hors d'eau, hors d'air, c'est bon, ça marche, quoi. Après, la slide suivante, c'est... la slide suivante, oui. Là, c'est les poules. Parce qu'on du coup, on donne vraiment à manger à ces poules. Et là, vous voyez que les poules, elles sont en forêt. Ça, c'est très important. Puisque l'habitat naturel de la poule, c'est la friche. Donc, dans une forêt, elles vont trouver plus de 80% de leur alimentation. Et les 20% restants, ben, c'est le substrat épuisé de champignons. Donc là, on n'a aucune charge. On a vraiment 0 charge, quoi. Là, c'est le fameux méthanisateur. Donc après, quand on va récupérer les substrats des poules, ça tombe dans le bac là. Ça peut être aussi les fonds de soupe, c'est intégré à la cuisine, les déchets, etc. Avec ça, on va faire, avec nos déchets de la veille et les excréments de poule, on va faire le gaz de cuisson du lendemain. Donc en fait, ça tombe là-dedans, il y a la méthanisation qui se fait. Vous voyez qu'il y a 2 tuyaux qui sortent. Donc grosso modo, il y a un tuyau où c'est le méthane qu'on va stocker, quoi. On ne pourra pas le compacter, mais ça veut dire dilater une bâche, et puis après on ouvre le gaz, on fait cuire. Et l'autre tuyau vert, c'est le CO2 qui est filtré, et puis après il est réinjecté dans l'aquarium à spiruline pour faire croître la spiruline. Spiruline, on peut en manger sur une année en mangeant uniquement de la spiruline, on aura 0 carence alimentaire. Et puis après, on a l'engrais liquide qui sort par un tube là-bas, et puis le substrat qu'on se servira pour le jardin. Ensuite, sur la slide suivante, on a... Voilà, donc là, on peut faire spiruline. Les engrais liquides, c'est pour faire l'hydroponie. Donc là, les plantes poussent dans un circuit fermé d'eau. Et il y a aussi des poissons, c'est-à-dire que les poissons vont prendre soin des plantes et les plantes prennent soin des poissons. Il y a une symbiose qui se crée entre les deux. Donc encore une fois, on augmente les plus-values. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est toujours des cercles dans les cercles qui permettent de créer des richesses, que ce soit avec des petites ou des grandes surfaces, des petits budgets ou des grands budgets, des grands temps de travail ou des petits temps de travail. À chaque fois, on trouvera chaussure à son pied. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ensuite, sur la slide suivante, donc là, c'est, on va dire, je vais entre la permaculture et l'agroforesterie. On va venir remettre ce compost méthanisé, qu'on peut faire aussi sous forme de terra preta avec du bois qui est légèrement carbonisé noir, qui va permettre de créer des micro-bulles d'air en fait dans ce bois pour favoriser l'expression de micro-organismes anaérobiques, donc sans oxygène, et qui ont un rôle à jouer dans le sol qui est vraiment très important. Et par rapport à la terra preta, il y a on peut passer à la slide suivante, il y a une entreprise qui est à Berlin, ils essaient de faire la même chose à Paris, on pourrait faire la même chose en Savoie, c'est Daikel. Donc eux, ils se sont dit qu'un des déchets, c'est le déchet des bébés. Aujourd'hui, ils font caca dans des couches. Il faut savoir que les bébés, leurs excréments, ils ont une très forte valeur agronomique. Donc l'idée, c'est on fait des couches qui sont biodégradables, en chanvre, en lin ou que sais-je. Aussi, on peut faire ça en fécule de pommes de terre. On vient le lundi matin chez les parents, on amène les couches pour la semaine, et le vendredi soir, on récupère les couches avec les excréments qu'on va venir faire
décomposer pour obtenir, via du vermicompost, pour obtenir cette fameuse terra preta, qui est un substrat hautement, à forte valeur agronomique, pour ensuite replanter des arbres fruitiers là où vivent les parents avec le bébé, quoi. Donc ça veut dire qu'au bout de 3 ans, ils vont améliorer leur alimentation, ça va améliorer les excréments du bébé, etc., etc. Ça, c'est un exemple. Ensuite, ça c'est pareil, on se détache un peu de l'agriculture, mais on est toujours sur cette trame de fond de chaque déchet devient matière première pour alimenter une nouvelle économie. Là, c'est le papier minéral, le papier pierre. Donc, la monnaie, d'ailleurs, est faite en papier pierre. L'avantage du papier pierre, c'est qu'il est recyclable plus de 1000 fois, contrairement au papier arbre, où au mieux c'est 10 fois, quoi. Et il ne nécessite pas d'eau pour être produit. Et on peut lire un livre sous l'eau parce qu'il est waterproof et il est plus difficilement déchirable. Et pour le faire, il faut 80% de poudre de pierre et 20% de plastique, de PET. Alors après, ça peut être aussi avec des polymères via les algues. Voilà, il y a de la recherche et développement qui est faite là-dessus. Aujourd'hui, c'est avec les mines de charbon, c'est-à-dire qu'ils vont dépenser de l'énergie énorme pour creuser le sol, pour sortir 1 mètre cube, et dans ce mètre cube, ils vont prendre que 5 ou 10% de charbon ou de terre rare. Mais les autres cailloux, ils les ont sortis et ils s'en servent pas. Donc l'idée, c'est qu'on prend, comme on peut pas arrêter la bêtise humaine, c'est pas grave. On dit, on va essayer quand même de réparer. Enfin voilà, vous avez compris. Et donc voilà, on prend ces cailloux, ces déchets de mine, ça peut être des déchets de carrière également, on les réduit en poudre, on les passe sous un rouleau avec du plastique, des paillettes de plastique, et les paillettes de plastique en fait seront conservées dans ces feuilles. Ça peut être pour faire des livres, pour faire des emballages, ils sont même en train d'essayer de faire des chaussures. Voilà. Après, là c'est un projet dans l'énergie, c'est SkySails. C'est un cerf-volant qui monte à plus de 800 mètres de haut, qui est tracté par les thermiques, pour faire de l'électricité. Donc en dessous, c'est un conteneur, un câble, une voile. La voile, elle est en lin. Et ce qui est très intéressant, parce que moi, quand je regarde une technologie, pour voir si c'est du greenwashing ou pas, je me dis, au bout de combien de temps on va avoir une rentabilité énergétique sur l'empreinte énergétique pour créer un SkySails. Et là, c'est 3 semaines. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, au mieux de ses capacités, si vraiment on a du vent qui est très bien, en 3 semaines, on aura produit suffisamment d'énergie en électricité pour rentabiliser, avoir un retour sur investissement énergétique de l'énergie dépensée à créer. Et du coup, là, il leur en reste un en stock à cette entreprise, ils sont en Écosse, je crois. Et donc, on aimerait en mettre un ici en Savoie, quoi, pour que ça fasse un fer. Et dire, voilà, nous on fait voler des cerfs-volants, on fait de l'électricité. Un cerf-volant comme ça peut alimenter une usine. Alors après, il y a plusieurs... voilà. Et ça coûte 700 000 €. Donc s'il y en a qui souhaitent participer... Mais comme ça, c'est fait, quoi. Après, voilà, on rentre dans un nouveau truc, et puis on va attirer aussi des gens, un petit peu comme un phare, qui vont nous permettre de grandir. Donc, je pense que c'est un très bon investissement. Je ne dis pas ça pour vendre le truc, mais on peut très bien imaginer ça, mais exactement. On pourrait leur proposer. Je vais leur proposer de faire un micmac. Théo, ça dure combien de temps le cerf-volant? Alors le cerf-volant, il est tout le temps en l'air. Ah oui, alors en fait, les thermiques, elles le montent en l'air. Et c'est un mix entre le cerf-volant et le yo-yo. C'est-à-dire que dedans, il y a une toute petite intelligence artificielle, mais qui consomme 3 fois rien, qui est juste là pour dire j'active le yo-yo quand le vent il descend un petit peu, je rembobine, et l'énergie dépensée pour le rembobinage est inférieure à l'énergie générée par le tractage du vent. Et c'est quoi sa durée de vie? Là, alors, il est garanti 25 ans. Et en 3 semaines, on a eu le retour sur investissement énergétique. Et après, là, c'est un câble, c'est un câble qui est fait avec de la pétrochimie, mais à terme, on peut très bien imaginer un câble, tu vois, avec de l'ortie ou du chanvre, ou même la toile des araignées, hein, qui est encore plus solide que l'acier. Donc c'est pareil, on va faire aussi évoluer ce produit-là dans le temps. Ensuite, la slide suivante, donc là c'est sur l'élevage. Donc là on revient un peu dans l'agriculture. Aujourd'hui on a beaucoup d'élevage par chez nous, ça prend beaucoup de place, ça fait partie du patrimoine aussi, c'est très bien. Toujours est-il que il y a du surpâturage. Le surpâturage, c'est pas uniquement des zones qui sont saturées d'azote, c'est quand on ne respecte pas les 3 tiers de la plante. C'est-à-dire que quand on lâche des vaches dans un pré, elles ne vont pas brouter 1 mètre carré pour faire un gazon anglais, puis après elles vont passer au suivant. Elles vont partir dans le pré, quoi. Et au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, elles auront mangé grosso modo le premier tiers de l'herbe.
Et la sommité de la fleur, c'est là où il y a la meilleure rentabilité, c'est-à-dire il y a le maximum de nutriments au sommet, de principes actifs au sommet de l'herbe, et elles ont un effort minimum pour se baisser, pour prendre ça. Si on les laisse un jour de plus, elles vont attaquer le deuxième tiers. Et là où ça devient embêtant, c'est que plus on attaque le tiers inférieur, plus la plante va mettre du temps à se régénérer. Donc en fait, aujourd'hui, on constate qu'on peut augmenter les rendements de fourrage en augmentant les rotations de parcelles avec les animaux. On les enlève. Dès qu'elles ont pris le premier tiers, on les enlève. On les remet dans une semaine, ça aura repoussé. Et comme ça, sur un an, on augmente le fourrage. Voilà. Ça marche aussi avec les chèvres et tout ça. Là, c'est les parcs. Les parcs, bon, alors après, on peut imaginer aussi des animaux en liberté, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, les parcs, les grillages, etc., ils produisent rien et ils prennent de la place. Alors on pourrait faire des haies végétales avec du cynorhodon, des aubépines, des sureaux qui sont impénétrables, parce qu'il y a des ronces, etc., qui vont nous permettre de venir faire un piège à feuilles à l'automne pour augmenter encore l'humus, d'avoir des oiseaux qui viennent. Donc les oiseaux, quand ils font cuit-cuit, ça fait des fréquences qui dilatent les stomates des végétaux et qui du coup augmentent encore la photosynthèse. Et ça, vous pouvez tous essayer dans votre jardin. Vous plantez 3 piquets, parce que les oiseaux, ils ne savent pas venir se poser au sol, ils sont en danger. Vous plantez 3 piquets, il y a des oiseaux qui vont venir. Ils vont faire leurs excréments, ça va enrichir votre sol en phosphore, et ils vont faire des cuits-cuits qui vont dilater les stomates de vos légumes. Donc augmenter encore la production de biomasse, etc. Donc ça ne coûte rien, quoi. Il faut juste 3 bâtons et un marteau. Si vous n'avez pas de marteau, vous prenez une pierre, voilà, c'est fait en un quart d'heure. Et en un quart d'heure, vous pouvez augmenter peut-être de 10, 15, 20% votre rendement du jardin, quoi. Voilà. Après, là, c'est les mycorhizes. Donc les champignons, quand on va en forêt, on ramasse les champignons, etc. C'est que le fruit du champignon. Et sous terre, voilà, ça peut s'étaler sur des centaines, des kilomètres. Et ça s'appelle du mycélium. Le mycélium, quand il vient serrer la main à une racine de plante ou d'arbre, c'est un mycorhize. Et donc le mycorhize va permettre des échanges d'informations, de nutriments et d'eau entre tous ces végétaux. Ensuite, la slide suivante, là on arrive à l'eau, puisque en fait les mycorhizes, ils ont un grand rôle pour stocker l'eau dans le système quand il y en a trop et la réinjecter en période de sécheresse. C'est pour ça que par exemple, il n'y a jamais de flaques dans une forêt. Et c'est pour ça que dans les monocultures de maïs, en Isère, il y a 3 mois, ils ont fait fort, ils étaient à la fois en alerte de sécheresse et d'inondation en même temps. Parce que quand il pleut et qu'ils ont labouré les sols et qu'il n'y a plus ces champignons, qu'il n'y a plus cet humus pour rétentionner l'eau, l'eau elle tombe, elle glisse, elle file dans l'Isère, quoi. Donc les nappes phréatiques, elles ne se rechargent pas. Alors il pleut, mais on est quand même en sécheresse. Voilà, et donc il a un rôle pour stocker l'eau. Et l'eau, elle a une structure. J'ai appris il y a quelques semaines que l'eau, en fait, elle ne se déplace pas tout droit, elle se déplace en faisant comme ça. Parce qu'en fait, sa forme, c'est la dernière forme qui est ici. Voilà. Et donc, en fait, c'est un peu la forme d'un tourbillon. C'est-à-dire que si, avant d'arroser nos cultures, on passait l'eau dans un vortex, dans un tourbillon, ça va la structurer pour lui remettre cette forme-là. On va dire, ça, c'est une eau qui est passée au micro-ondes, et puis ça, c'est une eau... soit on a fait des prières d'amour, soit on l'a mis dans un vortex, quoi. Et après, là, elle va pouvoir rouler comme elle sait bien faire, et ça va augmenter la pénétration de l'eau dans le sol. Ce qui fait qu'on a des légumes qui vont pouvoir développer, parce qu'en fait, l'eau dans le sol, elle sert uniquement à ce que les racines, elles puissent se déplacer. Donc si l'eau, elle va plus profond, les racines, elles vont plus profond, ça donne des plantes qui sont plus résilientes, et qui ont accès à plus de minéraux, etc. Donc ça, c'est pour l'eau. Et après, comme il faut vivre dans le pot, parce que si on vit dans du pot, on est beau à l'intérieur et puis on fait le bien, quoi. Donc ça, c'est toujours la même goutte d'eau, c'est un zome. Donc ça se construit pour 5 000 € de matières premières. On découpe tout, on assemble, on est une dizaine de personnes, en 2 jours, il est fait le truc. Et ça, on n'a pas besoin de permis, on peut le faire sur des terrains agricoles. Voilà, c'est le zome. Après, la slide suivante, c'est un autre, voilà, bon là c'est fait en métal, hein, pourquoi imaginer le faire en métal. Et puis c'est beau, quoi, on se sent bien à l'intérieur. D'ailleurs, c'est utilisé pour des thérapies. Quand on va au centre de cette double hélice, en fait, à 12 faces, grosso modo, c'est comme si ça augmentait notre lien ciel-terre, en fait. Et on peut permettre de régénérer comme ça une physionomie, ou même de dynamiser des graines pour réduire le temps de germination. On place un sac de graines à l'intérieur, un sac de blé,
et ben ça va réduire le taux de germination, ça va augmenter à terme le système immunitaire de la plante. On est vraiment dans un monde de dingue. Et là, c'est l'objectif du département. Donc en fait, on a des ronds dans des ronds. Ça fait un peu comme une alvéole chez les abeilles, et ça fait un peu aussi des fleurs de vie qui sont encalquées entre elles. Chaque rond, c'est un périmètre de 50 km. 50 km pour avoir toutes ces économies symbiotiques qui sont connectées elles-mêmes avec d'autres cellules de 50 km. C'est-à-dire que chaque cellule de 50 km, elle va générer des déchets qui vont servir de matière première à la cellule voisine. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Et pour faire ça, on a besoin de vous. Donc là, on va passer à la salle suivante. On a besoin de vous. D'abord, Super Mont Blanc. Donc, en fait, pour promouvoir tout ce que je viens de dire, et mettre surtout, c'est ça le plus important, c'est de mettre les gens localement en réseau. Que l'agriculteur il rencontre un élu, un média, une personne qui souhaite entreprendre, une association. Moi j'ai des terrains, moi j'ai du capital, moi j'ai de la connaissance, moi je veux mettre les mains dans la terre. On va faire Super Mont Blanc pour justement mettre les gens en réseau. On fait 3 dates en Italie, 3 dates en Suisse, 3 en Haute-Savoie, 3 en Savoie. Là il y a les dates ici. On a aussi mis une cagnotte en ligne pour faciliter nos déplacements. Et puis après la slide suivante. Donc ça va aussi permettre de répondre à nos besoins. Donc des financements, des lieux, des savoir-faire et vos envies. C'est-à-dire qu'on va fonctionner de la manière suivante. Il y a des gens qui ont des sous sur un compte en banque. Ils veulent pas les baisser parce que ça va se casser la gueule. Nous, on vous propose en fait, à travers une association qui s'appelle Destination Bleue. Donc notre rôle, c'est d'accompagner les territoires à devenir des destinations bleues. Une entreprise, une station de ski, un jardin, etc. En fait, à transférer ces capitaux dans le vivant. Et du moment où on transfère notre argent dans le vivant, ça va nous rapporter des bénéfices sociaux, énergétiques, financiers, en régénérant la biodiversité et en donnant du sens. Des lieux, donc ça peut être des personnes qui ont hérité d'un terrain, qui sont agriculteurs, des caves, des piscines aussi. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est bien d'avoir une piscine chez soi, c'est clair, mais si vraiment on veut profiter de l'eau et qu'elle emporte toutes nos négativités, il faut aller dans les rivières. Si vous avez une piscine, ben comme ça on la met à disposition pour faire de la spiruline à grande échelle dans les piscines municipales ou si y en a par exemple pour des piscines chez eux. Et puis des savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'équipes d'intervention. Une fois qu'on a un terrain, on sait qu'on peut aller sur ce terrain, on a défini le scénario agricole avec le ou les propriétaires et les acteurs concernés, il va falloir transformer. Donc là, il nous faut des menuisiers, il faut des ingénieurs, des architectes, des gens qui ont leur permis pour conduire des mini-belles, pour transformer, juste pour activer le premier coup de manivelle. Ensuite, c'est des économies qui sont designées pour en fait marcher de manière automatique ou semi-automatique. Parce que c'est le vivant qui fait la transformation. On n'a plus allumé de la machine, c'est directement le vivant qui le fait pour nous. Et puis vos envies, c'est par rapport à votre personnalité, à vos intentions. Il y en a, ils imaginent quelque chose avec toute leur famille. D'autres, ça peut être de racheter, par exemple, je sais pas, aujourd'hui avec 200-300 000 euros, on peut racheter une exploitation agricole de 100 hectares. On divise les 100 hectares en 50 parcelles de 2 hectares. Sur chaque hectare, on met un zone pour accueillir une famille de 4 personnes qui, sur ces 2 hectares, va faire des pépinières d'arbres fruitiers, va faire des escargots, va faire du houblon, et toute économie de 2 hectares va générer des déchets pour alimenter les 2 hectares à côté. Vous imaginez faire ça sur 100 hectares, la rentabilité. Aujourd'hui, dans l'agriculture, c'est 300, 400, 500 euros maximum de rendement à l'hectare et par an. Là, c'est des modèles. Dès la première année, on peut être à 3500. Dès la première année. Au bout de 15 ans, on peut être à 10, 20, 30 000 euros équivalent. Hein. Donc avec l'énergie, forcément, de rentabilité par an et par hectare. Donc c'est énorme. Et quand on sait ça, on se dit, mais pourquoi ils ne sont pas millionnaires, les agriculteurs qui font les grandes cultures, qui ont 200-300 hectares. Donc ça, c'est à nous d'aller voir, d'aller communiquer avec eux, de dire, mais vous avez de l'or dans les mains. Juste, il faut arrêter de labourer, il faut remettre ça, et surtout, il ne faut pas rester seul, il faut qu'on fasse ça ensemble. Quoi. Et donc, richesse sociale énergétique, financière et génération de vivants. Pour initier ça, en fait, il va nous falloir déjà, vous, que vous nous donniez des richesses sociales, votre personnalité, vos intentions, des richesses énergétiques, votre temps et votre énergie, des richesses financières, vos capitaux, vos terrains. Si on a que des terrains, on les met en relation avec ceux qui proposent leurs intentions ou leur temps et leur énergie, et inversement. Et une fois qu'on a fait ces packaging un peu je ne devrais pas parler comme ça, mais enfin comme ça c'est parlant. Ces packaging en fait des différents acteurs, avec en plus un lieu,
boum, on peut commencer la transformation. Et au bout de 6 mois, par exemple, les champignons, en 3 mois, hein, on a une rentabilité. Il y a les premiers champignons qui sortent, il y a les poules qui suivent, etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait avec l'association Destination Bleue, et où notre rôle est finalement de transformer dans la matière les pays de Savoie pour créer cette micronation qui est au vert sur le juridique. On a vu qu'il y avait la monnaie, d'ailleurs ici la monnaie va nous servir à avoir un maximum de gens, un minimum de temps pour transformer les territoires. Ça veut dire que dans un an, le boulanger pourra peut-être acheter 30% de sa farine, ici il pourra vendre 30% de ses croissants en monnaie territoriale, sans qu'il y ait des problèmes de comptabilité, puisqu'il aura lui-même réussi à acheter sa matière première en monnaie territoriale. Et ça c'est dans un an, maintenant il faut qu'on transforme. Là la monnaie, la première année, va simplement servir à acheter des choses avec celles et ceux qui sont également en possession, pour acheter une perceuse d'occasion, une poussette, un peu comme un troc finalement, avec la noisette, je ne sais pas si vous connaissez mytroc.fr avec la noisette, et donc ça va nous servir, la monnaie, à dire voilà, on a un terrain, on estime qu'il faut 10 personnes pendant 3 mois qui travaillent 6 heures par jour pour activer cette économie. Eh bien, soit les personnes, on ne peut pas les payer, donc c'est des chantiers participatifs, elles viennent bénévolement, mais on va leur dire, mais on va quand même vous payer avec notre propre planche à billets, ou si vous dépensez une heure de votre temps en tant qu'ingénieur, en tant que maçon, en tant que jardinier, vous serez rémunérés tous pareil avec ce taux horaire en monnaie territoriale, qui vous permettra d'acheter des services entre vous, des objets entre vous la première année, et dans un an, quand on aura transformé les économies, eh ben, on pourra carrément aller acheter son pain, et là ça devient vraiment intéressant. Mais il faut être patient et il faut pas lâcher, c'est vraiment très crucial cette première année. Voilà, et puis là c'est pour nous contacter, donc le premier site c'est Reboot Système Agriculture, pour justement faire cette mise en relation. Vous allez sur le site, vous vous dites, moi j'ai des terrains à disposition, moi j'ai pas de terrain à disposition mais je veux faire, et tac, on vous match. Après la page Facebook, donc ça je fais des petits articles sur les plantes sauvages, comprendre que chaque plante elle a une mission, ça permet d'avoir une lecture sur le sol, des caractéristiques sur le sol, sans faire des analyses de pH. Juste avec les plantes, on peut connaître le pH à 1/10, on peut connaître le taux d'oxygénation du sol de manière très précise, juste en regardant les plantes. Et les plantes, ce qui est fantastique par rapport aux plantes du potager, c'est comme elles se débrouillent seules, elles ont un système immunitaire qui est beaucoup plus développé. Et le système immunitaire des plantes, ce sont leurs principes actifs et les nutriments qu'elles contiennent. Donc on a besoin de manger moins de plantes sauvages pour avoir un même apport énergétique et de nutriments. Et pareil, s'il y a des périodes de pénurie alimentaire, moi faire des stocks, ça me parle pas, parce que j'ai pas envie de dépenser de l'énergie à protéger, quoi. J'ai pas envie d'être une cible. Mon stock il est dans ma tête, et s'ils veulent me prendre, bah, ils pourront pas m'y prendre, quoi. C'est tout dans ma tête. Par contre, je vais leur dire, si vous voulez, vous me suivez, on va dans la forêt, puis on va se faire un repas ensemble, quoi. Voilà, il y a plein. Vous apprenez 10 plantes, c'est pas compliqué, une plante par jour. Dans 10 jours, vous connaissez 10 plantes. Vous pouvez soigner des petits bobos, avoir des protéines, des fibres, des minéraux, etc. etc. On n'aura pas le temps de parler des plantes sauvages, mais c'est vraiment un monde fantastique. Et puis destinationbleu.org, qui est le site internet de l'association, qui est en création. Donc si vous y allez maintenant, il n'y a rien dessus. Mais dans 2-3 jours, il sera opérationnel. Et il y aura également les événements, dont Super Mont Blanc. Voilà. On vous invite, d'ailleurs, on recherche des référents par ville pour trouver des lieux. Et nous, on va prendre un collectif de 12 personnes qui vont se déplacer avec des intervenants, des spécialistes des champignons, de la spiruline, des entrepreneurs, etc., qui vont parler de ce qu'ils font pour inspirer les gens en local à se mettre en réseau, à faire, à expérimenter, à créer des richesses sociales, énergétiques et financières. Et puis voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'en Savoie, c'est assez incroyable. On a énormément de richesses, de par le territoire, de par les habitants. Et ceux qui nous rejoignent en ce moment, on a vraiment beaucoup de chance. Donc ça, c'est du concret pour changer le monde maintenant. Donc je vous invite à venir le rejoindre et à travailler avec lui. On va poser des questions et après tu te charges de l'eau pour... De l'eau pour Henri? Pour Henri. Ok. Voilà. Parce que Henri n'est pas là, mais il t'a laissé une petite valise. Alors, est-ce qu'on a des questions?
j'avais une question. J'ai effectivement des terrains, mais les terrains ils sont loués à des agriculteurs. Je fais comment pour leur reprendre? Ah bah ça c'est une super question ça. Alors la SAFER, depuis les années 50, son rôle c'est de distribuer équitablement les territoires. Et aujourd'hui elles sont sous le contrôle en fait de l'Europe, etc. Nous on s'en fout, on avance. C'est-à-dire qu'on part du principe que tant qu'on met personne en danger et qu'on crée des richesses sociales, énergétiques et financières en régénérant la vie, on adore la recevoir de personne. Et en plus, on est en Savoie. Et moi, ce qui me motive à être là aujourd'hui, c'est qu'on a un territoire qui est fantastique, qui nous permet d'avoir cette faille juridique pour ne pas être ralenti ni par un carcan administratif ou juridique, des autorisations, etc. Donc les agriculteurs, déjà, c'est pas d'aller au front avec eux, c'est de leur faire déjà prendre conscience de ça, et ça va être les premiers à venir d'eux-mêmes, de dire « je viens avec vous ». S'il y a des attaches émotionnelles qui veulent rester propriétaires, c'est pas grave, ils nous le mettent à disposition, on peut leur garantir pour plusieurs générations, c'est des économies qui vont aboutir à ces richesses-là, pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Voilà. Donc déjà, quand on aura réussi à récupérer toutes les terres en informant les gens, je pense qu'il y a au moins 20-30% des agriculteurs qui vont jouer le jeu et qui vont déjà nous donner des terrains. Si vraiment ça bloque, c'est pas grave, on peut attaquer la SAFER en disant nous, notre grille de lecture, c'est que le ou la propriétaire, pour venir faire une activité agricole sur le terrain, c'est pas par rapport à un statut ou par rapport à faut remplir des papiers, dire ce que tu fais pour avoir des subventions, ça on s'en fout. Celles et ceux qui seront prioritaires, ce seront des personnes qui vont nous dire voilà, moi sur 1 hectare, je vais créer des richesses sociales, des richesses énergétiques, des richesses financières à hauteur de temps. Et ce sera celui qui peut produire le plus socialement, énergétiquement, financièrement, régénération, qui sera retenu, point à la ligne. Donc les modèles comme je viens de vous le présenter face à des monocultures de maïs, ils n'ont aucune chance. Et d'ailleurs s'ils nous suivent, on va démultiplier leurs revenus à eux par 5 ou 6, ils vont passer de 12 heures de travail par jour à 5 ou 6, ils vont retrouver une vie de famille, ils vont faire x3 dans leurs revenus, et surtout leur image vis-à-vis de la population va être un peu meilleure. Aujourd'hui les agriculteurs sont très mal vus, il y a un suicide tous les 2 jours. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc il faut aller les voir. Le problème c'est qu'il y a des blocages, voilà. C'est la première génération finalement qui ne s'en sort pas alors qu'elle a plus de terre que ses parents et plus d'énergie disponible. Donc c'est assez violent au niveau cognitif de se dire mais en fait c'est de ma faute quoi. Et en plus je pollue la terre, mais on leur a demandé leur toit, ça leur a embarqué tout le bras quoi. Donc il faut les aider. Oui. Ben, voilà. Donc on pourra attaquer la SAFER si jamais, mais déjà juste avec le dialogue je pense qu'on peut avoir énormément d'hectares.